Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 116. Le show numéro 116, ça commence à faire un bon petit moment qu'on est en live avec vous. Bon, maintenant, c'est plus du presque live, mais vous allez voir, c'est quasiment pareil. C'est aussi intense et intense, tout comme la préparation que le monsieur en face de moi est en train de s'infliger ce week-end. Il a roulé 2 jours d'affilée. Je pense que ce n'était pas arrivé depuis 2005-2006. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien, content de retrouver tout le monde, content de faire une petite soirée presque live avec David. Ça fait 3 fois qu'on a David dans notre live, à chaque fois c'est intéressant. Donc on va voir ce soir, David, pas de pression, ça va le faire. Et avant ça, Nico, je te laisse présenter un petit peu notre invité pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ouais, troisième fois, mais si on pouvait l'avoir toutes les semaines, on le ferait. S'il avait un emploi du temps moins chargé, et peut-être un petit peu nous aussi. Mais ouais, on va pas le représenter à chaque fois, mais il a gagné quand même quelques courses. À l'époque, les plus jeunes s'en souviennent pas, mais bon, il a quand même terrassé Jerry McGrath, Ricky Carmichael. À l'époque, c'était quasiment le seul à pouvoir le faire. Mais à chaque fois qu'on le reçoit dans notre live, il rajoute quand même des petites lignes à son palmarès de coach. C'est le grand David Villemain. Comment ça va, David? Bah, tout va bien, tranquillement. La retraite, hein, tu sais, on a repris la retraite un petit peu là. Ça fait du bien de rester un peu à la maison. Ouais, tu qualifies ça de retraite toi du coup ton après-carrière de pilote et ta carrière de coach, tu la vois plutôt comme une retraite ou une pré-retraite? Ouais, bah, moi, je suis en retraite là, depuis 10 ans, donc après, j'ai des activités. Quand on me demande de faire des trucs, je, je le fais ou je le fais pas. Mais oui, même si ça fait 3 saisons que je bosse avec Dylan. Pour moi, je suis quand même en retraite, quoi. Ah, Donc, on a l'impression que c'est intense quand même, non? Le partenariat que tu as avec Dylan, ça te tient à cœur et tu dois y mettre quand même pas mal d'énergie. Tu qualifies ça de retraite, mais on n'a pas l'impression que c'est quand même une retraite si paisible que ça. oui, ben non, oui, c'est une activité, c'est une activité. C'est vrai qu'avec Dylan, ben, c'est sympa de travailler avec lui pour multiples raisons. Et tu es obligé si tu veux avoir des résultats, il faut quand même être impliqué. Et c'est important, évidemment, ça prend du temps. Donc, c'est vrai que les 3 dernières saisons, et puis même cette année, j'ai fait toutes les courses avec Dylan, sauf la deuxième de Loretta Lynn. Donc voilà quoi. Il a dû faire. J'ai fait 9 outdoors sur 8 outdoors sur 9. Et j'ai fait tout le SX. Donc un SX, il devait avoir, je sais pas moi, 8 9 courses. Donc c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais bon, ça, Si on ça passe t'avait le dit temps ça quoi. si on t'avait dit ça il y a 5 ans, tu l'aurais cru? Que tu passerais ton temps sur les circuits autant en supercross qu'en outdoor? Pas spécialement, mais bon, j'ai eu des activités où j'ai bossé, quand j'étais chez Motoconcept en manager, j'ai bossé comme un fou pendant un an. C'était très très dur. Et puis j'ai coaché un peu des mecs. J'ai commencé par Gauthier d'ailleurs, en 2010, l'année après avoir arrêté la moto. Et après j'ai un peu végété, j'ai profité un peu de la vie. Et puis après j'ai bossé bon, avec Christian Craig, et puis depuis 3 ans avec Dylan. Donc, c'est des challenges sympas. Et puis avec Dylan, oui, si tu m'avais dit il y a 5 ans que j'allais bosser avec Dylan, je t'aurais dit non, parce que euh, il avait un peu une image de clown, et puis parce que je le connaissais certainement pas. Et puis voilà, et il s'est avéré que c'était pas un clown et que il avait envie de travailler pour progresser et puis pour gagner des courses. Donc, ça s'est fait presque organiquement. Puis voilà, on s'est rapprochés presque. Peut-être que tous les deux, on avait besoin d'un challenge. Enfin, moi d'un challenge et lui d'un petit peu d'aide. Après, à la fin de la saison, de sa première saison ici en 2017. Donc voilà, j'ai repris du service. Mais c'est vrai que je pars du principe que quand tu fais les choses, je pense que vous le voyez maintenant. On le voyait moins à l'époque quand je roulais parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout ça. Mais j'ai toujours, même si j'avais une image de branleur, de sudiste, de je m'en foutiste,
j'ai toujours quand même pris les choses sérieusement. Et puis là, vous le voyez, depuis, même avec ma relation avec Dylan, j'ai toujours été sérieux. Quand je refais des motos, là, depuis un an, j'en ai fait 4 et là, je travaille encore sur 2. Quand vous voyez le résultat, vous voyez que je le fais à fond. C'est dans ma nature. Quand je fais un truc, c'est pour le faire à 100%. Sinon, je reste à la maison. Donc, c'est pour ça que avec Dylan, ça a bien fonctionné. Hein. Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul par rapport on va dire, ta courte carrière de coach, tu as eu quand même quelques élèves, on peut dire ça comme ça. Tu en as parlé, Christian Craig, tu as fait un peu de coaching en gros chez Bud, si je me rappelle bien, avec quelques pilotes qui venaient aux US. Ça a fonctionné ça a vraiment fonctionné avec Dylan et avec les autres un peu moins. Quel a été ton sentiment toi par rapport à ça? Est-ce que Dylan, c'est vos caractères qui matchent vraiment l'un avec l'autre, ou alors est-ce que ça l'a pas fait parce que c'était pas la bonne période pour toi? Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, je suis avec Dylan, évidemment, 3 titres en 3 saisons. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Vous oubliez beaucoup que j'ai amené Chisholm à gagner Bercy, quand même. Ouais, voilà, Un troisième. ça c'est les petites choses qu'on sait un peu moins, tu vois, où on se rappelle un peu moins. Voilà, Justement, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, vous rappelez que avec Christian Craig, ça n'a pas fonctionné. Parce que, bon, à l'époque, c'était un peu un branlot et que je faisais que la moto en tant que consultant moto, entraînement moto. Donc, je faisais pas la physique. Ça revient à ce que je disais. Moi, quand je fais un truc, c'est à 100%. Donc, avec Dylan, c'est 100%. Je lui dis ce qu'il faut faire en physique. On fait les entraînements physiques, les programmes, la moto, le physique sur la moto, le physique en dehors de la moto, la technique sur la moto. C'est complet. Donc là, c'est vraiment le fruit de mon travail entièrement. Après, les autres, c'est un peu machin. Moi, j'ai pris Chisholm, qui était avec moi avec le Motoconcept. Je l'entraînais un petit peu en étant manager, donc c'était compliqué. Le mec, Chisholm, c'est quand même un troisième couteau américain, quoi. Il était allé, il a gagné Bercy en 2010 ou 2011, je ne sais plus quelle année c'était. Après Gauthier, j'ai pris Gauthier d'entrée de jeu. C'est bizarre parce que vous prenez des trucs. Gauthier en 2009, Grand Prix de Lommel, il prend 2 fois un tour par Marvin dans le sable. Je prends toujours cette. Quand j'ai travaillé avec lui, parce qu'après il s'est blessé en début d'année, il s'est pété le tibia avant le premier Grand Prix, etc. Donc ça a pas. On a fait vraiment un hiver de préparation. Après il s'est blessé. Moi je suis rentré aux US l'été 2010. J'ai pas continué avec lui. Le fait qu'il se soit blessé, ça a un peu merdé. Mais en 2009, à Lommel, vous pouvez reprendre les résultats. Il prend 2 fois un tour par Marvin. En février, en championnat de Hollande, Erlings qui sortait, il avait 15-16 ans, qui sortait ou 15 ans, mais que c'était un bon pilote qui roulait chez lui en Hollande. Gauthier a gagné le championnat de Hollande dans le sable, tu vois. Donc, après, vous me dites, oui, ça n'a pas marché, mais vous oubliez quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est vrai que c'est facile d'être Aldon Baker, hein. Moi, donne-moi du Dungey, du Villopoto, tous ces mecs-là, là. Mais donnez-moi-les. Mais les championnats, je les empile comme j'empile les boulons sur ma moto, là. C'est facile. Le mec, il a eu Carmichael, il a eu Stewart. Des gars qui avaient déjà été champions avant de travailler lui, c'est ça que tu veux Ouais, dire. mais avec lui, si on a l'œil critique, on peut dire aussi qu'il a fait tomber Weimer. Il y a des pilotes quand même qui ont eu du mal, quoi, chez lui. Mais ça, personne n'en parle, ça. Ouais, enfin, moi, nous, on le voit quand même, tu vois, on voit qu'il y a eu de la réussite, mais c'est un peu marche ou crève, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des très grandes réussites, mais des pilotes qui ont tout stoppé après Aldon Baker, qui s'en sont écœurés un peu aussi. Voilà, après, vous parlez des mecs, des entraîneurs, mais c'est bizarre, parce qu'avec moi, on se souvient des mauvaises expériences, alors qu'elles n'étaient pas si mauvaises que ça. Et on prend toutes les meilleures expériences des autres entraîneurs. Et après, on me dit, ouais, mais heureusement qu'il y avait Dylan. Non. Il faut remettre l'église au milieu du village à un moment donné. Voilà. Point barre.
Et ça, est-ce que ça te chaufferait du coup, une fois que Dylan prendra sa retraite, de dire bah, attendez les gars, je vais vous montrer que c'était pas Dylan, je vais prendre un autre petit jeune là, et je vais refaire ce que j'ai fait avec Dylan. Mais je rêve de faire un truc comme ça, mais ça prend du temps, ça prend de Ouais. l'argent, c'est compliqué. Mais file-moi un mec qui a pas peur. Déjà, il faut un mec qui a pas peur de faire des trucs et un mec qui a pas peur de travailler. Après, le problème, c'est que on peut pas apprendre à quelqu'un de vouloir gagner, de vouloir travailler et de se lever le matin. Ça, c'est les parents, c'est pas l'entraîneur. Je veux dire, c'est pas l'entraîneur qui met des coups de pied au cul aux pilotes. Si dans leurs éducations, les pilotes, ils sont, euh, ils sont gâtés, enfin les jeunes, les minots, je parle de l'éducation jeune. S'ils sont gâtés directement, qu'ils font des caprices et les parents ne font rien, et que ben après, ces mecs-là, 10 ans après, tu les entraînes plus. Tu peux plus, à moins qu'ils changent totalement. Là, il faut l'éducation, l'entraîneur, il pourrait n'y faire. Donc l'éducation de trimer, de travailler, de se lever le matin, d'avoir des challenges, ça commence très tôt et c'est pas un truc que nous, voilà. Mais oui, ça serait bien. J'ai toujours rêvé de faire un truc, enfin rêvé, c'est pas un rêve, mais un challenge, de prendre un mec qui végète à pas aller en finale ou aller en finale un coup sur deux et de le prendre et tu le mets chez toi et tous les jours tu bosses, tu le fais bouffer ce qu'il faut bouffer, tu as 6 heures du matin, tu le lèves. Tu fais du sport, tu entraînes en moto, mais tout ça, ça a un coût, c'est compliqué à faire. Mais c'est vrai que ça serait sympa à réaliser, dans le sens où c'est facile de faire des champions avec des champions. Je veux dire, demain, tu prends, je sais pas moi, tu prends Manchester City et tu prends le PSG demain, même toi, tu peux l'entraîner, le PSG, le champion de France. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Là, tu mets les joueurs à leur position, tu dis, ben, allez vous amuser, ils vont gagner. Je dirais, tu vois, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de challenge. Donc, oui, ça serait bien, mais après, bon, évidemment, c'est encore plus compliqué qu'avec Dylan, parce qu'avec Dylan, tu sais que quand tu as fait un programme, que ce soit muscu-vélo, quand tu lui as donné toutes les indications de longueur, de vitesse, de pouls, de poids et tout ce qui va avec, tu sais qu'il va le faire à la lettre, qu'il va suivre tout nickel. Après, le problème, c'est que la plupart des mecs, c'est des branlos, ils font rien. Tu vois, ils te disent, ah ouais, mais j'ai pas pu là parce qu'il a fallu que j'amène mon chien chez le veto, tu vois. Non, il n'y a pas de. Avec Dylan, c'est ça qui est bien. Tu vois, t'as pas besoin d'être derrière lui à le pousser tout le temps. Alors que c'est pas ça un entraîneur. Un entraîneur, c'est pas un père ni une babysitter, quoi. L'entraîneur, il est là pour. C'est une complémentarité qui fait que ben, quand le pilote il en veut, l'entraîneur il fait un programme et tout s'enchaîne. Après, c'est difficile si tu veux prendre un mec qui végète dans le top 20 US pour le faire venir. Je pense que c'est possible de faire venir un mec comme ça dans le top 7, top 8. Tu vois, la plupart, ils font 15 kilos de trop. Je veux dire, techniquement, ils sont pas bons. Tout Oui, ça c'est des pour bases en fait. Il faut voilà, reprendre les bases. Déjà. voilà, pour tout débroussailler, tout ça, là, c'est facile d'arriver à un certain niveau, c'est pas super dur. Après, tu me dis, tu prends un Alex Ray, aller le faire gagner championnat de Supercross, ça peut devenir assez compliqué. Mais Alex Ray, de faire un mec qui fait qui fait 8-10 et qui se bat avec les seconds couteaux de pilote d'usine, avec les deuxièmes pilotes d'usine, je pense que c'est pas super compliqué. Mais après, il faut que tout soit réuni. Et je voulais faire ça. J'avais discuté avec Steve Matisse de Pop MX. J'ai dit, viens, on prend un mec qui en veut. Et puis on le fait en reality show en fait, mais un vrai reality show, pas les ch'tis à Miami, tu vois, Ouais, ouais. un vrai truc, un vrai truc behind the scene où ça bosse, où il y a pas de, c'est pas scripté, c'est que du, et en fait on fait montrer l'évolution du mec et en même temps ben ça paye un peu ben les mecs comme ça, ils gagnent pas un radis, donc il faut quand même qu'ils payent un loyer, qu'ils payent à bouffer, tu vois. Donc, et trouver un peu des sponsors pour pouvoir
financer un peu le truc. Tu Mais penses, ça s'est jamais vraiment matérialisé. tu penses justement que ces pilotes-là, aux alentours du top 10, top 15 en SX, en MX, toi, enfin, tel que tu les catégorises, on a l'impression que c'est limite des branleurs, tu vois, qu'ils vont rouler, ils font rien d'autre. Nous, Je dis branleur dans le sens où ils travaillent pas de toute façon, ils travaillent moins que les autres. Ou s'ils travaillent, ils travaillent pas dans la bonne direction. Et je veux dire, le problème, c'est que quand tu vois des mecs comme Alex Ray, j'ai dit Alex Ray parce que je le connais bien et que je le vois presque toutes les semaines et qu'il est sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, tu vois ce qu'il fait. Le mec, il fait plus de vélo que de moto. Le mec, il a du mal à aller en finale, de faire des temps chrono dans le top 20. Et il passe plus de temps à faire du vélo qu'à faire de la moto. À un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Des mecs comme ça, il faut qu'ils dorment sur la moto. Hein. Je veux dire, il faut en faire, il faut trouver les automatismes, la vitesse, la technique. Je veux dire, c'est la base du sport, c'est ça, hein, de maîtriser de maîtriser ton sport au mieux. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas faire du vélo, je veux dire, que ça va aller. Le vélo, c'est en plus. C'est en plus. C'est quand tu veux pas faire du physique sur la moto. Les mecs qui sont bons, tu vas pas les burn-out en faisant de la moto tout le temps. La muscu, le vélo, tout ça, c'est pour compenser le manque de moto. Mais c'est sur des mecs, quand ils roulent, ils ont déjà la bonne qualité technique et tu travailles vraiment que la qualité. Que dans les mecs qui sont au-delà du top 15 et qui vont en finale une fois sur deux, une fois sur trois, qui sont des pilotes meilleurs que 95% de la planète moto, mais pour aller titiller le top 10 et être en finale tout le temps et rouler avec des mecs, des seconds couteaux, j'ai dit second couteau, mais des deuxièmes pilotes usines par exemple, ou des mecs, des top pilotes, des top privés, là il y a du boulot, quoi. Il faut faire que de la moto, hein. Il faut avoir cette fibre technique qui est très importante. Est-ce qu'ils peuvent avoir l'excuse du manque de moyens, ces mecs-là? Par exemple, tu vois, manque de circuit pour s'entraîner, manque de matos, parce que voilà, quand on roule, évidemment, il faut du matos. Ou pas du tout, parce qu'il pourrait, un mec comme Alex Ray, est-ce qu'il pourrait rouler tous les jours s'il avait envie? Ben oui, pourquoi pas. Je veux dire, on faisait comment, nous Je veux dire, on n'avait pas les gros moyens. Nous, on roulait. Je veux dire, tu peux venir il y a 20 ans ou un peu plus de 20 ans où je m'entraînais en supercross. Tu peux demander un peu aux vieux de la vieille, aux mecs de ma génération qui roulaient. Ils venaient sur mon terrain de supercross. Ils déchargeaient pas la moto, tellement que c'était pourri. C'était jamais arrosé. Il y avait des cailloux de partout. Il y avait des ornières sèches. C'était super dangereux. Tu sortais... Tu avais des blocs de béton, si tu sortais d'une piste, tu t'en mettais une. Je veux dire, on avait que ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on fasse? On n'avait pas un radis, on n'avait pas un mec avec un bobcat tous les jours et puis un asperceur pour faire tout nickel. Non, c'était pourri. Le terrain, on le refaisait une fois par an parce qu'on avait 3 francs 6 sous pour louer un chargeur vite fait. Et puis on payait pas un mec pour le faire. C'est mon père qui faisait ça. Mon père, quand il faisait un appel, mon pauvre, l'appel à droite et l'appel à gauche, c'était pas le même, je te le dis. Il fallait faire gaffe. Hein. Donc oui, je veux dire, après, oui, tu peux, évidemment, tu peux rouler tout le temps et progresser. Et il faut arrêter avec les moyens. N'importe où, tu progresses. N'importe où. Tu n'as pas besoin du terrain Honda US et la moto Roxen pour progresser. Hein. Pas du tout. Hein. D'accord. Et ça me fait penser, là, tu as dit, hein, c'était dangereux à l'époque. On a une question, on se la pose souvent, hein, celle-là en plus. Hein. C'est Mika qui demande sur Instagram ton avis sur l'évolution des pistes qui sont trop dangereuses en MXGP ou trop artificielles. Ça peut être valable aux US aussi, en Supercross, on entend des fois, c'est trop dangereux maintenant avec les 4 temps, machin. Toi, tu as une réponse quand même par rapport à ça dans les années 2000 où tu as connu des pistes qui étaient vraiment chaudes. Ouais, moi, je pense que c'est pas assez dangereux maintenant. Donc, c'est trop rapide du coup? C'est trop rapide, voilà, pas assez dangereux? c'est trop roulant. Il faut que ça soit dangereux. Il faut que ça soit. Je parle en SX, hein, mais il faut que ça soit abrupt. Donc, les appels sont beaucoup plus plats. Les transitions sont trop bonnes. Les espaces entre les pistes, entre les obstacles sont trop grands. C'est pas assez condensé.
et les angles d'appel sont trop plats, ça fait que ça roule trop vite. Et puis les mecs, le problème, c'est que ils font des trucs où si tu fais un court sur un 3 ou un long, un court, un machin, un truc, ça passe quoi. Ça passe parce que c'est rond, etc. Mais avant, ce qu'on faisait, nous, les mecs qui se chiaient dessus, ils n'y allaient pas parce qu'ils savaient que s'ils y allaient, que ça ne marchait pas, qu'ils n'étaient pas précis, ils se faisaient 2 poignets ou 2 chevilles, tu vois. Donc là, ça faisait la sélection naturelle, si tu veux, des pilotes qui étaient bons techniquement et des pilotes qui étaient un peu foufou, mais que la précision, et eux, ça faisait 2, quoi. Maintenant, il n'y a plus besoin de précision. Les mecs, ils mettent les roues arrière n'importe où, ça passe. Tu te fais un cours dans un enchaînement. À l'époque, déjà, c'était où tu te faisais un poignet, où tu passais par devant. Donc maintenant, quand tu fais un cours, tu perds une demi-seconde. C'est ça, en fait. Ça va super vite. Et puis, il faut ralentir les pistes. Puis en MX, c'est pareil. En MXGP, bon, je ne suis pas trop, mais bon, après, quand... c'est pareil, je vois que ça, quand tu vois par exemple la Lettonie ou même l'Ommel, c'est la texture aussi qui veut ça. Et après, il faut peut-être quand même un peu plus refaire ou peut-être moins refaire. Là, c'est un champ de mine. Je veux dire, un champ de mine où les sauts, tu peux plus les sauter. Après, je veux dire, quand tu peux plus sauter un grand saut, que c'est tellement défoncé, après, ça devient plus dangereux, ça devient technique, justement. Je vais poser la question que beaucoup de monde nous a posé autant sur Instagram que sur Facebook, c'est par rapport au passage de Dylan en 450. On a vu cette année autant Chase Sexton que Cianciarulo qui ont fait des belles premières années en 450 quand même. Est-ce que tu penses que toi, du côté de Dylan, c'est possible de faire mieux que ce qui a été fait par rapport à Sexton, par rapport à Cianciarulo? C'est vrai que ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas vu de pilote 2,5 d'entrée en 450 scorer quand même des top 5. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas vu des tops, vraiment des tops de demi-montée, quoi. Tu vois. Moi, je pense que Plessinger, même en ayant fait le doublé, et tu peux demander à Dylan, je me demande comment il fait pour gagner parce qu'il n'est pas bon. Tu vois, quand il battait tout le monde en Outdoor et que je le voyais rouler, je dis qu'il avait rien dans le sac et qu'il ne roulait pas exceptionnel, on me prenait comme un fou. On me prenait pour un fou. C'était les autres qui n'étaient pas bons. Donc lui, c'était le moins mauvais des pas bons. Et ça fait qu'il a gagné. Mais il n'y a pas de machines de guerre qui sont vraiment montées en 4,5. T'as Osborne, il y a 2-3 ans. Webb, il a fait. Le problème, voilà, après, c'est une histoire d'entraînement. Osborne a mis du temps quand même à s'y faire au 450. Ouais, après, c'est compliqué suivant les pilotages et puis les motos, c'est compliqué. Après Webb, c'est pareil. Après, c'est une histoire, je pense, d'entraînement et de volonté. Parce que bon, s'il s'était entraîné comme il s'est entraîné chez KT et s'il avait fait la moto comme il a fait chez KT, je pense qu'il aurait eu les mêmes résultats avec une YAM. Je pense qu'à un moment... et puis aussi, c'est l'argent. Il ne faut pas se voiler la face. Le mec, en fin d'année, il doit avoir les 2 titres. Sa dernière année de 2,5, comme Dylan, le Webb, là, sa dernière année. Il a dû prendre un gros chèque. Il a dû prendre en tout pas loin de 2 millions avant de rouler. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux aller te lever le matin pour aller t'entraîner comme un fou, machin. Je veux dire, tu sais que pendant 2 ans, tu restes chez toi, tu prends 4 millions. Qu'est-ce que tu veux aller te faire chier pour aller bosser? Après, il y en a qui arrivaient. Tu as des Carmichael, des machins. Mais quand il a réalisé ça, Webb, qu'à un moment donné, ça allait durer que 2 ans et qu'il est allé chez KT pour une poignée de figues et une baguette de pain rassis, il a dit peut-être qu'il va falloir se lever, s'entraîner, machin, et reprendre un peu du poil de la bête pour faire des résultats. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais le problème maintenant, c'est toujours pareil. La conclusion de tous les suce-lasagnes de partout, c'est la YAM, elle ne marche pas, regarde Webb, machin. Mais non, Webb, il n'a rien fait. Fais attention parce qu'on a eu la question, donc fais attention, on va la poser dans pas longtemps. Oui. Fais attention, mais je fais attention à rien. Moi, je m'emballe un peu là, de ce qu'ils disent.
Et tu vois, mais après, c'est un problème de volonté, de travail et de vouloir faire des résultats. Je veux dire, après, c'est pas le. Je suis désolé, je suis dans mon garage ouvert là. Il y a un mec, je sais pas ce il a démarré une. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait du C'est pas bruit. ta moto, ouais, elle est toujours dans le garage, c'est bon. Ah ouais, toujours là. Ouais. Le son, elle peut pas démarrer, il n'y Ouais, a pas de moteur. celle-là, elle n'est pas prête de Euh, démarrer, celle-là. donc, c'était quoi déjà là, ça m'a fait. On La parlait de YAM, la ouais. YAM. On parlait de la Non, mais on 4-5 en parlait des YAM, du mecs coup. qui Ouais, montaient en du mec qui montait, 4,5. ouais. Ouais. Donc, les mecs qui bossent, ben, tu le vois. Hein, je veux dire, Sexton, c'est un besogneux, c'est un mec qui bosse. Il a eu, en plus, lui, il a eu juste 2 mois de transition. Et en fait, pour lui, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. C'est de monter en 4,5 avec un MX d'abord et d'avoir une expérience de la moto en outdoor, ce qui est quand même beaucoup plus simple qu'un SX. Et pour s'y faire, et je pense que ça va bien l'aider pour vraiment sa première année Supercross l'année prochaine. Je pense que Sexton sera très compétitif. Et puis Cianciarulo, on voit que c'était une machine de guerre l'année dernière qui roulait vite. Et puis il n'a pas assez changé son pilotage en début de. Même si je trouvais qu'il roulait super bien en début de Supercross, mais un peu trop foufou. Il a mis du temps à se calmer. Et puis moi, je le voyais vraiment l'hiver dernier, je pensais qu'il allait être champion SX. Hein. Parce que vu ce qu'il a fait en 2,5, comme il roulait, le physique qu'il avait, vraiment toujours travailler la vitesse et tout. Il est tout le temps en recherche de vitesse. Cianciarulo, quand tu le regardes rouler, tu vois, il scrube tout le temps. Il est tout le temps en recherche de vitesse. Donc ça, c'est important pour un pilote. Et moi, je pensais qu'il allait vraiment tout fracasser. Et en plus, quand je le vois à la première épreuve à NM1, le voir rouler aux essais, déjà, il a dû faire la majorité des pôles avant le Covid, là, avant que tout s'arrête. Je crois qu'il a fait 90% des pôles, une fusée. Et vraiment, à NM, il roulait super bien. Même moi, je prenais des vidéos de Cianciarulo, et ça, je ne le fais pas souvent. Je prenais des vidéos sur des actions qu'il faisait aux essais. Et je l'ai montré à Dylan parce que c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse, ou que ce soit au Terrarium ou cette course-là. Vraiment, il avait comment on dit, il faisait des actions sur la moto avec son corps et tout qui était vraiment magnifique. Et donc ouais, mais on n'a pas eu des mecs comme ça qui sont montés, tu vois, depuis un moment, à part Dungey qui a emplâtré la première année en 2010. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu vraiment de machines de guerre qui sont montées. Ouais. Et du coup, par rapport à Dylan, tu penses que c'est jouable? Par exemple, toi, tu t'envisages quoi? Un top 3, top 5? Tu imagines quoi dans le meilleur des cas? Tu peux pas imaginer, déjà il faut aller au boulot. Déjà, ça c'est déjà la première chose. Au boulot comme il faut. Surtout de se faire une moto reprendre à zéro, donc c'est compliqué là. Hein. Après, je sais pas si le team sera prêt à le faire ou pas, mais quand tu changes de moto, même si c'est la même marque et c'est à peu près tout pareil, à part le moteur, là il faut être patient, il faut pas être frustré parce que ça va pas, parce qu'il y a des jours où ça va pas aller du tout. Où il n'y aura pas d'évolution. Et c'est compliqué pour un pilote. Tous les pilotes sont très impatients. Ils veulent tout de suite. Ils veulent les nouvelles fringues demain. Ils veulent le nouveau casque peint demain. Mais pour peindre un casque, il faut mettre l'après, il faut poncer. Et tu vois, le lendemain, tu n'as pas une peinture de casque. Faire une moto, c'est pareil. Donc, il faut commencer au début. Voir des motos d'origine, mettre un peu des pièces, voir s'il y a un problème avec une moto d'origine, voir ce qui l'améliore, essayer des trucs, après mettre des pièces au fur et à mesure, voir, revenir aussi sur des bases un peu plus d'origine pour voir si on est allé dans la bonne direction. Ça prend beaucoup de temps. Et ça, tu vois, le Supercross, ils viennent de sortir le calendrier aujourd'hui, ça repart mi-janvier. Et ça fait 2 mois et demi, ça fait 10 semaines avec Noël au milieu, Thanksgiving, où il n'y a personne qui fait rien. Et voilà, ça fait vraiment, en qualité, 8 semaines de boulot, compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué d'être prêt pour un changement de catégorie avec
en ayant une saison d'outdoor si longue et un hiver, entre guillemets, c'est pas l'hiver, mais une off-season, une trêve qui est super courte. Normalement, tu commences 1er octobre, tu es vraiment ready to go. Donc, 1er octobre, vraiment, c'est le minimum syndical où il faut vraiment aller au boulot. Et là, tu vois, ça va encore commencer. Si ça commence le 1er novembre, c'est bien, quoi. Tu vois, donc ça peut être compliqué. Mais bon, après, c'est une méthode de travail, une méthode de mise au point de la moto qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si tu commences à prendre la moto à Barcia et dire que les mecs du team disent à Dylan ah oui, mais ça ne marchait pas pour Barcia. Et je veux dire, ça ne marchait pas, même avec les trucs qui pensaient que ça ne marchait pas. Tu vois, le mec qui roulait une moto, il tirait trop court. Derrière, il était haut de derrière, il était bas de devant, l'assiette de la moto mauvaise. Je veux dire, tu ne peux pas dire là, si tu prends ces réglages-là, tu le mets sur une Honda ou sur une KT, elle n'ira pas non plus. Elle n'ira pas non plus. Ce n'est pas une question de marque de moto, là. C'est une question de savoir ce qu'il faut faire sur une moto pour qu'elle y aille. Et surtout, au début, rouler avec une moto d'origine et essayer de connaître les points faibles de la moto sortie de caisse et essayer de ne pas les aggraver. Essayer de fixer les problèmes pour qu'après, ça aille mieux. Après, si tu commences à rouler avec la moto à Barcia et qu'on te dit « Ah oui, mais ça marche pas », sans que, par exemple, Dylan, et puis ça arrive souvent ici, qui te disent « Ah non, mais ça, on a essayé, ça marche pas ». Oui, ça marchait pas pour Barcia, ou Barcia pensait que ça marchait pas, même si ça marchait. Donc, c'est ça qui est compliqué. Là, il faut repartir feuille blanche. Donc, et c'est ça, en 2 mois, c'est compliqué de tout faire. Tu vas pouvoir l'aider, toi, tu as certains droits par rapport à ça avec le team? Oui, mais plus ça monte, après, plus tu arrives dans des teams officiels ou avec, tu vois, plus c'est compliqué, tu vois. Même si ça reste un peu star et tout, ça peut être peut-être plus compliqué. Mais bon, je suis pas encore allé, il a roulé quelques fois, je suis pas encore allé au terrain, là, je vais laisser prendre un peu, prendre un peu prendre la moto en main, un peu avant d'arriver. Si tu commences à faire chier le premier jour alors qu'il sort de vacances et c'est son premier jour en 4,5, ça peut que mal aller, quoi. Donc, comme moi, je vais pas aller au terrain et rien dire si ça va pas. Donc, ça va. Donc, voilà, je le laisse faire et après, j'irai quand voir un peu ce que ça dit. Et après, on verra ce qu'on peut faire pour l'an prochain, cet hiver, faire un plan et voir si on se met, on se met d'accord, etc. Donc, voilà. Ça s'est passé comment la transition là? Est-ce que tu as dit que tu t'en occupais à 100% de Dylan sur beaucoup de choses, que ce soit physique, sur la moto, etc. Est-ce que tu l'as conseillé sur les contrats qu'il avait sous les yeux pendant cette période de transition? Oui, j'ai donné mon avis évidemment quand tu me le demandes. Après, Dylan, après je sais pas ce qu'il va rouler comme un habit ou quoi, mais de toute façon, c'est clair, il n'y a pas de mauvaise moto. Déjà, il faut partir de ce principe-là, il n'y a pas de mauvaise moto. Il n'y a que des mauvais pilotes et des mauvais mecs qui font les motos. Mais les motos, elles naissent, on est en 2020, on n'est plus en 1978 là. Tu vois, les motos, n'importe quelle couleur, elles sont pas mauvaises, surtout une 4,5, elles sont pas mauvaises en sortie de caisse. Après, il faut avoir les bonnes personnes qui travaillent dessus, ça c'est autre chose. Et puis évidemment, les bons pilotes. Donc ça, c'est pas un souci. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, je veux dire, Dylan, il a 26 ans, il aura 27 ans en mai l'année prochaine, il va pas rouler encore 10 ans, hein, tu vois. Oui, donc, 26 ans, c'est l'âge de la retraite pour beaucoup de la dernière génération. Là. Ouais, Dylan, il a 4 ans devant lui, après ça va être compliqué, quoi. Tu vois, on le voit avec Marvin, 30 ans, Marvin est toujours dans le coup, évidemment, mais après, quand tu passes la trentaine, tu vois, des Ronaldo, des Messi, des LeBron James, il n'y en a pas à tous les coins de rue, tu vois, des mecs qui tiennent fort au top de leur sport vieux. Et là, surtout, on fait de la moto. Donc, tu viens d'être 2 fois champion, tu as fait le doublé en 2,5, il te reste 4 ans
il te reste 4 ans à prendre de la monnaie, il faut prendre de la monnaie. Tu vois, à un moment donné, c'est bien gentil, mais voilà. Après, s'il était arrivé dans la catégorie Rennes, par exemple, comme moi, j'y suis arrivé, j'avais 22 ans quand j'ai signé chez Yam. Si c'était il y a 5 ans là, pour Dylan. Là, non. Va dans le. Va dans où tu penses que c'est le mieux. Tu vois, meilleure moto, meilleur team, signe pour pas beaucoup, tu fais des bonus, tu gagnes les courses, les championnats, boum. Les rondes, de toute façon, quand tu gagnes, ça tombe. Il n'y a pas besoin de. Les salaires, c'est presque dérisoire pour des mecs comme ça. Si vraiment, au bout du compte, ils bombardent. Tu vois, tu vois, un mec comme Dylan, cette année, il va gagner 5 fois plus en bonus qu'en salaire. Donc le salaire, on s'en balèque, en fait. Je veux dire, il est dans le meilleur team. Il est là pour gagner, quoi. Il est dans le meilleur team de demi. Je veux dire, il ne faut pas se prendre la tête avec le salaire et tout en 2,5. Va dans le meilleur team, met du gaz, travaille, gagne des courses, boum, empile, les sous ils tombent. Hein. Mais après, quand tu arrives là, il faut quand même, et que tu sais qu'il y a 4 ans, moi je suis dans la vision où, quand même prendre de la monnaie, quoi. Tu vas pas aller rouler gratuitement en 3e pilote chez Honda à 27 balais après avoir fait un doublé. Oui, peut-être que la Honda, sur le papier aujourd'hui, elle est peut-être meilleure que la Yam par rapport à ce qu'on a vu cette année, par Barcia Plessinger, par rapport à Sexton, Roxen. Tu vois, par exemple, si on prend les motos aujourd'hui, je pense que oui, on peut dire ça. On peut dire que la Honda était pas meilleure, mais elle était mieux réglée. Donc tu peux aller, tu peux dire, tu peux appeler Honda, tu dis voilà, moi je roule gratos, filez-moi les bonus de Roxen, de Sexton, je roule gratos en 3e pilote, vous me laissez mes fringues, je prends 300-400 000 en fringues. Mais non, à 22 ans, oui. D'accord. À 22 ans ou si, par exemple, ou à 30 ans, quand tu n'as plus besoin d'argent. Tu vois? Tu comprends un peu le truc? C'est intéressant de voir ça parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs, d'entraîneurs qui prennent cet aspect financier en compte. Tu sais, on l'entend rarement ça, on entend tout le temps, non, il faut qu'il aille dans le meilleur team pour avoir le titre le plus rapidement possible. Et j'ai quasiment jamais entendu, venant d'un entraîneur, le fait de dire, attention, tu arrives, il te reste 4 ans, il va falloir que tu assures ta retraite. Donc on sent quand même qu'il y a peut-être plus que la relation entraîneur-entraîné. Non, après moi, c'est l'avis que j'ai. À un moment donné, il faut quand même... après, qu'un mec comme Dylan, ils font quoi après les mecs? Comme Dylan, ils sont allés à l'école le mercredi après-midi et en août. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de trucs, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Même nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des stages. On va passer le brevet d'État et on va faire des stages. Et on va prendre 50 € par petit 60. Non, il faut bouffer à un moment donné. Tu vois? Déjà, il ne faut pas flamber, il faut mettre les sous à côté, il faut gagner de la monnaie. Donc là, il en gagne ces 2 années-là, mais il te reste 4 ans. Quand même, sois payé à ta valeur, et après, va au boulot. Et en plus de ça, fais-toi des bonus, va gagner des championnats pour en mettre à gauche. Parce qu'après, je veux dire, à 32 ans, ils font quoi les pilotes de cross, là, tous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont flambé ou s'ils n'ont pas gagné d'argent, ou s'ils ont fait... Tu vois, tu peux être pilote d'usine et que tu as fait 4 toute ta carrière, tu n'as pas fait un bonus, je veux dire, à la fin, ben, tu n'as rien, il va falloir que tu ailles faire des lunettes, mettre des tir-off sur des lunettes, ou tu ailles faire des terrains, ou faire des stages, quoi. Tu le vois, hein, qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Les mecs qui ont VGT, qui étaient très bons, des bons pilotes, tu vois, des Rhino, des mecs comme ça, là. Ils triment, ils ont plus rond, ils sont obligés de bosser. Donc, c'est pour ça il faut faire gaffe, on n'est pas joueur de baseball, hein. On ne signe pas des contrats de 400 millions pour 10 ans. Non, on n'est pas en baseball. Donc ça, c'est un truc important. Après, la moto, si tu fais n'importe quelle couleur, si tu as des mecs qui sont pas trop cons et qui sont ouverts d'esprit, qui te laissent un peu essayer ce que tu veux, et même si un peu différent, parce que nous, en français, on aime toujours des trucs un peu différents par rapport
au moule ricain en pilote. Je pense qu'après, la moto, c'est pas un souci. Ouais. Et le choix puisqu'on parle de 2,5, 4,5, le choix de Jeremy Martin ou McElrath la saison dernière, tu sais, de rempiler en 2,5, c'est plus reculer pour mieux sauter, d'après ce qu'ils disent, ce qui paraît logique, c'est leur job en même temps. Donc ils regardent, ouais, voilà, il y a de la monnaie, c'est leur boulot en même temps. Moi, personnellement, je leur en veux pas. Chef, Et tu veux qu'ils aillent où, les mecs, là? ouais, bien sûr. Ils vont Hmm. faire quoi? Regarde, Michael Rath, l'année dernière, il aurait eu le même guidon que ce qu'il va avoir maintenant. Hein. Donc là, il a essayé une moto concept. Le mec de chez Moto Concept, je le connais, donc il ne va pas le payer. Il va le payer à la course. Il va lui dire, ah, je te donne 5 000 par course et fais-toi des bonus, machin. C'est la trim. Alors que là, ben, Michael Rath, il a fait des podiums, il a gagné des courses, il prenait 50 000 à chaque fois. Il a dû prendre 200-300 000 de salaire. Mais là, c'est fini. Là. Quand tu arrives avec tes seconds couteaux aux US en 4,5, tu roules pour zéro. Tu vois, tu roules pour rien. Ouais, Là, il faut faire des podiums, quoi. Ah ouais, mais là, tu crois que Macarat, il va faire des podiums? Tu crois que Jérémy Martin va faire des podiums en 4,5 en Supercross? Hmm. Et les mecs, ils vont aller où? Ils vont Surtout aller avec où des motos pas usinées, quoi. C'est ça le problème aussi. Regarde Dylan. Regarde Dylan, il avait quoi cette année? Tu vois, il pouvait aller peut-être chez GazGaz, il y avait peut-être une option pour aller peut-être chez Honda. Et il y avait la seule bonne option qu'il y avait, c'était Yam. Mais ils n'ont pas de choix, les mecs. Les mecs, les bons, ils sont signés déjà. Je veux dire, tu as deux mecs chez Husky, tu as Osborne machin, Osborne Anderson, Cianciarello Tomac, Sexton Roxen. Bon, chez Suze, c'est compliqué. Safan Haricot. Ouais. Chez KT, ben, tu as Marvin Webb. Même cette année, regarde, Webb, il n'a pas roulé un MX. KT, ils n'ont pas dit on va aller prendre Bloss et le mettre sur un. Je dis, mais il va te faire tasser, Bloss. On ne te met pas sur la moto, quoi. On en laisse qu'un. On prend que Marvin, on s'en bat les couilles des autres. Tu vois? Donc, c'est ça la réalité, en fait. Ils s'en foutent de prendre un mec qui va faire 10 ou tu vois, les mecs sont déjà signés. Et tu les vois, les mecs, comme ils triment. Hein. Ben, tu vois les mecs comme Savaggi, regarde, Savaggi, il a essayé la moto concept, et Macarat, qu'est-ce qu'ils vont finir? Il y a peut-être une deuxième place chez Rocky Mountain, si l'autre, le rappeur, il n'est pas re-signé. Je veux dire. Bogle. Voilà, Bogle. Je veux dire. Les mecs, ils rempilent, pourquoi? Parce qu'ils ont des sous. Je veux dire, Jérémy Martin, chez Geico, il y a 2-3 ans, il gagnait 500 000 par an. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire en 4,5? Ben, les mecs, ils font comme Michael Rath, comme faisait Pingree, comme a fait Davalos, tout ça. Pour gagner de la monnaie et pouvoir faire un peu des bonus et mettre du beurre dans les épinards, il faut rester en bas. C'est une question d'argent. Après, je le dis depuis le début, si tu veux que tous ces mecs, là, tous ces chasseurs de primes, là, si tu veux les épurer, il faut qu'en 2,5, il y ait un salary cap. Que ça soit que les salaires soient capés. Comme en sport US, quoi, tout simplement. Hein. Et tu capes les salaires. Tu dis, voilà, le meilleur, il prend, allez, 100 000. Tu fais un barème, tu vois. Le top du top, c'est 100 000. Et les bonus, tu les divises par 2 ou par 3. Parce que bon, les mecs, ce qu'ils gagnent en 2,5, là, en faisant en supercross divisé en 2, là, ouais, bah c'est vrai que c'est abusé en fait de payer un gars plus qu'un Brock Tickle qui est champion en 2,5, mais qui touche, je pense qu'il touche pas grand chose en 4,5, tu vois. Alors qu'il y a des pilotes 2,5 qui touchent beaucoup plus que lui. Mais regarde, je te prends un exemple. Le Supercross 4,5, une course pilote d'usine, il prend 100 000. Tu vois, 100 000, c'est le bonus d'un pilote usine. N'importe quelle usine paye 100 000. D'accord? La 2,5, donc c'est une classe inférieure, est divisée par 2. D'accord? Classe inférieure divisée par 2. Le mec qui gagne une course en 2,5, il prend 50 000. Mais c'est n'importe quoi. Tu vois? Ils gagnent trop d'argent, en fait, les mecs. Par rapport à. Donc c'est pour ça, en fait, que les mecs se battent pour rester et pour rester dans des teams comme Geico, Star, Pro Circuit, parce que bon, comme ils disent les ricains, ils milk the cow, ils traient la vache, quoi, jusqu'au la dernière goutte, quoi, tout simplement.
Après, les tops, ils montent parce qu'ils ont des opportunités pour avoir des contrats usines, comme Dylan, Cianciarolo, Sexton. Eux, ils vont pas rester toute leur vie parce qu'ils sont bons, donc ils sont signés. Mais les mecs qui sont des podium guys, top 5 en 2,5, après, c'est compliqué pour avoir un bon guidon. C'est pour ça que les mecs, ils restent. Tout simplement, c'est les sous. Hein. Le calendrier est tombé. Tu as vu dans le calendrier pas mal de semaines où il y a 3 courses. Le Toi, championnat du Texas, si tu veux. ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, tu penses déjà, toi, que la préparation par rapport à Dylan va être différente par rapport à ça? Non, ça change absolument rien, non. En semaine Non. entre les courses, oui, pour le coup, c'est pas pareil. Vous allez peut-être pas rentrer aussi souvent. Ah ouais, là, tu rentres pas, même tu roules pas, là, hein, entre les Oui, courses. ben voilà, oui, ça c'est samedi, ouais, pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, enfin, ils viennent de sortir, mais vu que le live, ça sera demain, tout le monde l'aura vu, mais c'est samedi. Il y a beaucoup de courses le samedi, le mardi et le samedi suivant, en fait. Ah ouais, j'ai pas vu exactement les dates. Je pensais qu'ils allaient faire dimanche, mercredi, dimanche, mais j'ai Ouais, pas. ça, Non, c'est en fait, 16, ça 16, démarre 19, à 23. Ouais. Houston le 16 janvier. Donc ça te laisse un peu plus de temps, peut-être, par rapport à ce que tu imaginais, David. C'est mi-janvier, donc tu as le samedi 16, le mardi 19 et le samedi 23 à Houston. Ouais, ouais, peut-être après la deuxième course, tu peux rouler, tu trouves un circuit par là-bas, mais les mecs, ils vont pas rentrer. Mais entre Ouais. les deux premières courses, à moins qu'il y ait un gros souci, qu'il faut tester des trucs ou essayer des trucs sur la moto ou faire des améliorations, oui, tu vas rouler le lendemain. C'est ce qu'on a fait à Salt Lake City d'ailleurs. Hein. Le lendemain de la première course, ils ont voulu rééchanger les mecs de chez Star. Euh, Pas tester, pas rouler avant la course, pas tester et aller à Salt Lake City à l'altitude, ben, je te dis, la première course, ça allait pas du tout. Donc, le lendemain, 10 heures, on était sur un terrain de SX à changer des trucs pour que ça aille mieux. Tu vois. Donc, je pense que ça peut faire comme ça. Ça peut faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Mais il n'y a que 12 courses, j'ai vu, non? Pour Ouais. l'instant, en fait, il y a Houston 3 rounds, Indianapolis 3 rounds, donc ça fait 6. On a Glendale où il y en a 3 aussi, ça fait 9. On a Je croyais Daytona, il n'y en a qu'un. qu'à Indianapolis, il n'y en avait que deux Il y en a deux. Pardon, 2, excuse-moi. Deux, Ah ouais. oui, pardon. Excuse-moi, il n'y en a que 2, oui. C'est samedi, mardi, ouais. Je crois Effectivement. il y a que 12-13 courses, quoi, au lieu de Ouais, 17. ben, ils disent qu'il y en a d'autres qui arrivent quand même. Hein. Ah En ouais? fait, à Daytona, où il n'y en a qu'une, heureusement, pour le coup, pour Daytona, parce que si t'en as une le samedi, une autre le mardi, là, il va y avoir de la casse. Et t'as Arlington où il y en a 3. Ouais. Bah, Ils c'est disent que bien. ça va être compliqué. Ouais. Mais c'est Bon. pas mal comme truc. Hein. Ouais, justement, je voulais voir ce que tu en pensais, toi. Parce qu'il y a moins de déplacements, il y a peut-être des avantages à avoir un planning comme celui-là. Moi, je trouve que j'ai bien aimé Salt Lake City, mais bon, j'y étais pendant 15 jours, donc c'était un peu le bordel. Mais si tu prends les courses, 3 courses en une semaine, moi, je trouve que c'est top. Tu restes une semaine, et puis voilà. Après, c'est compliqué, tu te blesses, c'est mort. Si t'es pas bien prêt, ben, t'es mort aussi. Et si ta moto elle est pas bien prête, ben t'es pas bien. Donc il y a une extra challenge d'être vraiment au point à la première course, quoi. Parce qu'après le physique t'oublie entre 3 courses en une semaine, tu peux pas rattraper en physique. Il faut vraiment arriver au prêt. Et de toute façon, moi je prône tout le temps, je prône ça depuis des années. Les mecs, ils te disent, oh, j'aimerais bien être à 100% à la 5-6e course. Je dis, non, 100% la première. Et tu es prêt à aller à la gare la première. Et après, tu te maintiens. C'est ce qu'on a fait en outdoor avec, comme on a eu 2 mois off avec le Covid, là, entre le SX et la NX. C'est ce que j'ai dit à Dylan. J'ai dit, Dylan, après le SX, si l'outdoor, c'est dans un moment, tu peux prendre une semaine tranquille. Mais après, jusqu'à une semaine avant la première de l'outdoor, c'est à bloc, tête dans le guidon, on travaille comme des cons, pour après, pendant 2 mois, pendant 2 mois, tu peux surfer la vague du travail effectué. Donc, quitte à cette arriver à la année, première un peu fatigué, quoi. Un peu diminué. mais tu finis ton dernier vraiment entraînement costaud, tu le fais une semaine avant la première épreuve. Mhm. La semaine avant la première épreuve, tu fais de la qualité, hop, tu commences le maintien et tu es un peu en récup active et pour être bien. Et puis après, c'est du maintien de forme, tout simplement. Et
Et c'est ce qu'on a fait cette année. Hein. Je veux dire, entre les courses cette année, il faisait une journée de physique, une journée moto. Basta. Pendant 8 semaines, il a fait ça. Il a jamais roulé 2 fois entre 2 courses cet été. Il a roulé qu'une fois à chaque fois. Il n'y a pas eu un moment où tu l'as senti fatigué un peu? Non, il n'y a pas eu de baisse un petit peu, soit de moral, soit de physique? Non, le seul truc qui est arrivé, c'est à Red Bull. Il s'est blessé à l'épaule la première manche du premier Red Bull. Là, ça a été compliqué parce que il n'était pas bien. Il n'arrivait même pas à enlever son maillot tout seul, ni à le mettre d'ailleurs. Donc ça a duré pour les 2 Red Bull qui étaient d'affilée. C'était compliqué parce que tu n'avais pas une semaine entre les 2 courses pour récupérer. Et comme après le deuxième Red Bull, il y avait une dizaine de jours avant Milleville, là, il a pu récupérer, refait un peu de rééducation pour son muscle froissé. Et après, à Milleville, il est arrivé, il a empilé 2 manches. Donc, c'était cool. Mais au point de vue de la fatigue, non. Après, quand tu travailles comme il faut, que tu fais ce qu'il faut faire dans les étapes, il y a des étapes déjà à pas brûler ou pas faire plus d'un truc que de l'autre. Tu as une bonne base, tu fais du bon foncier, tu t'entraînes correctement, bien planifié. Je veux dire, tu n'as pas de coup de pompe. C'est pas possible. On a eu pas mal de questions et du coup je vais en reprendre une. Il y a Benjamin qui nous demande si Dylan a quelques appréhensions si toi tu sens, parce qu'il va certainement pas le dire, mais si tu sens qu'il a quelques appréhensions pour son début en 450. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a pas. Non, il faudrait lui poser la question, hein, mais après certainement, s'il va un peu dans l'inconnu, savoir s'il va être compétitif. Après, c'est avec des pilotes avec lesquels il n'a jamais roulé. Il n'a jamais roulé contre Tomac, contre Marvin, tu vois, donc, ou même Roxane. Donc, Anderson, Osborne. Il y a quelques champions. Ouais, donc, peut-être l'inconnu par rapport aux autres pilotes, mais non, je pense pas. Je veux dire, il a rien à perdre vraiment. Hein. Dylan, il a juste à aller au boulot, travailler, faire du mieux qu'il peut en étant patient, besogneux, travailleur. Et le team fixe des objectifs ou pas? Excusez-moi. Tout le monde veut gagner, évidemment, mais bon, c'est dur de dire à Dylan. Putain, l'année prochaine, il faut gagner. Je veux dire, le team Yav 4,5, il végète depuis 10 ans, donc ils ont rien fait. Donc tu peux pas leur dire. Après, si Dylan avait une moto qui est champion, tu vois, chez Kawa ou chez KT, qui ont gagné des championnats ces dernières années, là peut-être qu'il y aurait plus de pression parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient devant. Donc je pense que non. Je pense que le team comme ça change, le team usine devient Star Racing. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui sont restés, mais maintenant c'est le mec qui tient les rênes, c'est le boss du team 2,5 en fait. Donc il va chapeauter les 2 teams, il va superviser les 2 quoi. Il y aura 2 team managers. Donc Will Hahn reste avec les 2,5, il y en aura un autre pour le 4,5. Et puis tu as un mec qui s'appelle Brad qui chapeaute un peu tout. Mais là, c'est eux qui ont la pression. Tu vois, les mecs, ils prennent le team usine qui végète. D'ailleurs, ça a été poussé par des sponsors pour que Yam laisse un peu tomber et qu'il le donne à quelqu'un d'autre parce que il n'y a pas de résultat. T'as touché un truc là, David. Ouais, donc, j'ai mon câble là qui merde. Il va falloir vendre une moto vintage pour t'acheter des AirPods, quoi. Non, mais mon Mac il est tellement vieux qu'il n'a même pas le Bluetooth dessus. Du coup. Parce que ce que vous avez des AirPods, hein, je vous vois aussi avec votre. Non, on n'avait pas la DSL, les AirPods, ils n'arrivaient pas dessus. D'abord Internet, après on verra. Donc je pense que la pression, le team va se la mettre pour faire bien. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est du positif pour Dylan parce que tu sais que Star Racing veut prouver que 4,5 Yam sous leur commande peut être devant, quoi.
simplement. Et te concernant, c'est un contrat avec Dylan ou un contrat avec Star Racing du coup que tu as? Moi, j'ai code de contrat avec personne. Non, t'as pas de, Je tape à la main et. t'as J'ai pas de un contrat. contrat moral On se quoi. tape même plus dans la main parce qu'il y a le Covid. Donc, moi, tu m'envoies un texto, un email. Moi, ma parole, j'ai qu'une parole. Hein. Je veux dire, et je veux que si je fais un deal avec quelqu'un, que tu n'aies qu'une parole aussi. Donc, on se fixe un truc, on dit les choses. Et point barre, non, j'ai pas de contrat, moi. Qu'est-ce que je signe un contrat? Non, mais Moi, je suis justement, libre comme l'air. tu en parlais tout à l'heure, tu disais que les seconds couteaux, en gros, qui sont dans des teams B, n'avaient pas manqué de cadre, d'encadrement. Ça serait peut-être pas mal que dans les teams, il y ait un peu plus soit d'anciens pilotes, soit de coachs, soit de personnes qui recadrent un petit peu les pilotes qui sont à l'intérieur. Ouais, mais il faut trouver les personnes compétentes aussi. Il y en a hein, des mecs, hein. Il y en a qui végètent. Hein. On voit des Hughes, tu vois, des Ryan Hughes, des personnes comme ça qui ont l'air Ah, de... mais Hughes, il est perché, lui. Il est perché. Il est complètement perché. Il est jamais redescendu, quoi. Il faut arrêter. Là aussi, là. Un mec Pourtant, ça qui marche bien, autant ça marche bien avec Koldenhoff, tu vois, en Europe. Non, Qui a- non, mais Koldenhoff, il a gagné des courses avant qu'il connaisse Hughes. Il faut arrêter un peu les conneries aussi. Ouais, mais Je veux dire, franchement, il a passé un cap. On dirait qu'il a passé un cap. Alors, je sais pas si c'est grâce à Hughes ou pas. Arrête-toi. Mais Arrête-toi, là. L'autre, il empile les nations. Il empile les nations à Red Bull. Il savait même pas qui c'était Hughes. Et tu me dis que Hughes l'a fait passer un cap? Eh non, Ben, il n'est pas encore au niveau qu'il avait avant Hughes. les nations, Donc, c'est arrêtez, spécifique. mais C'est vrai conneries, qu'il avait putain. il avait très bien roulé aux nations comparé à son année. C'est un peu comme Paulin qui se transcende aux nations. Il avait très bien roulé aux nations comparé à l'année qu'il venait de vivre. Donc bon, quand même. Mettez là avec vos analyses en bois là, putain, mais sans déconner. Déjà que Mais, Rhino, en fait, c'est déjà même il pas est une jamais là. analyse. Déjà. C'est même pas une analyse, c'est des Rhino, résultats. ce qu'il fait, il fait des trikes à poil dans la colline, là, dans des rivières. Et il s'en bat les couilles de ton Koldenhoff. Hein. Et il est proche de la nature. Koldenhoff, C'est tout. déjà qu'il revienne au niveau qu'il avait aux Nations à Red Bull, déjà ça serait bien, tu vois. Donc il faut arrêter avec Rhino. Le mec, il est complètement perché parce qu'il fait des pompes à poil dans la colline. C'est le meilleur entraîneur du monde. Mais il faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Après, on n'en sait rien, Le mec, mais c'est vrai que. s'il était bon, chef, remettons les choses. S'il était bon, il ferait pas des stages dans le Dakota du Nord avec des pimpins, tu vois, À Hawaï. et aller à Hawaï, machin. S'il était bon ou s'il n'était pas complètement perché. Arrêtez, sans déconner. Le mec, tout le monde se pignole sur lui. Là. Ah ouais, trop fort, c'est badass. Oui, pour son âge, je ne sais pas quel âge il a. Moi, j'ai 43 ans, il doit avoir peut-être 48 ans. Ah oui, il a le six-pack, il a tout. Ça, respect, parce qu'il mange sain, il fait du sport, machin. Mais après, ne me dis pas qu'il prend. Que c'est un entraîneur de folie. Putain, là, j'ai du mal. Ouais, mais du coup, à part lui, alors peut-être parce qu'on est. À part lui, il y en a des centaines, des mecs. Non, je te parle. Un mec comme Carvela, mais il fait des ronds autour de Rhino en étant en coach. C'est-à-dire. Mais hein? C'est-à-dire, il fait des C'est-à-dire ronds. qu'il a plus de connaissances. Ah d'accord, il fait des ronds au niveau de la monnaie. D'accord. Non, mais il fait des ronds. C'est-à-dire il tourne autour Rhino. Je veux dire qu'un mec comme Yannick, il est meilleur que Rhino. Alors que voilà, Yannick, il sait comment passer un virage et comment l'autre avec. Non. Alors, en vrai, Blaise n'est pas forcément trop au courant. C'est vrai que Rhino, bon, c'est. Non, Blaise, mais- tu suis pas trop ce qui se passe en anglais et tout ça, mais c'est vrai qu'il est quand même très, Oui, très non, particulier. justement, je le vois, mais en fait, Il est complètement perché. Il est sur notre planète, les gars. Non, c'est Il est plus justement chez un nous, là. exemple. Il est parti. Non, je te donne un exemple en fait. Quand je te parle que dans chaque team, il devrait y avoir un pilote. Alors peut-être pas comme lui, hein, comme Yannick par exemple, hein, si tu veux. C'était ça plutôt mon exemple. C'est que dans chaque team, les pilotes sont encadrés par une personne comme ça. Et je t'ai pris l'exemple de Rhino, j'aurais pu te prendre l'exemple de Yannick ou ton exemple à toi ou un autre. Tu vois, mais c'était plutôt ça ma question, quoi. Ouais, mais c'est un sport individuel, c'est compliqué. Moi, j'aime pas les mecs qui s'entraînent ensemble, tu vois. Parce il y a toujours un il y a toujours un mec qui se fait baiser, quoi. Tu vois. Donc, il y a toujours un mec qui profite de cet environnement de s'entraîner tout ensemble
pour et les autres en fait se font sucer le sang, quoi, tu vois. Et tu le vois avec Marvin. Je pense que c'est un très très bon exemple où Marvin, à chaque fois qu'il y a un mec qui est arrivé à la Baker Factory ou qui était avec lui à la Baker Factory, il s'est fait battre par ce mec. Il s'est fait battre par Dungy, il s'est fait battre par Webb, il s'est fait battre par Osborne. Ouais. C'est vrai que ouais, Et quasiment tous. Anderson Aussi. Ouais. Donc, 4 fois. Donc, tu vois, et c'est là où il faut avoir un peu, peut-être que Marvin est un peu trop gentil, tout ça, mais c'est là où il faut être stratège quand tu bosses avec des mecs comme ça. Il faut se servir des autres pour aller plus vite et pas être le mec qui se fait baiser dans le truc et qui fait progresser les autres. Et ça, moi, j'ai du mal. Je suis pas vraiment de cet avis-là. Je pense que c'est un pilote, un entraîneur, ou un pilote, un entraîneur, différentes catégories. Mais le problème, c'est qu'à un moment, les deux seront dans la même catégorie. Mais prendre un jeune de demi et un bon 4,5, un vaillant 4,5 qui est un pilier de la catégorie, je pense que ça peut marcher avec deux pilotes. Comme ça, qui sont pas de la même génération, pas de la même catégorie, je pense qu'il y a un atout. Mais la Baker Factory, là, c'est bien parce que, évidemment, tu pars avec 4 bons mecs, tu as 4 chances d'être champion, mais les autres, tu comprends ce que je veux te dire? Moi, je suis pas d'avis je pense pas que ce soit une bonne solution de faire des camps d'entraînement comme ça. Toi, tu penses que Marvin devrait se détacher un petit peu de ce camp, justement? Non, je pense rien, moi, de Marvin. Je pense rien parce que c'est fini. Marvin, c'est pas fini parce que c'est un très bon pilote. Je parle pas sportivement. C'est fini, mais il changera plus il changera plus de méthode, d'entraînement, de team. C'est fini. Il est trop ancré maintenant. Il gagne de la monnaie. Hop, il est chez Aldon, il fait son truc. Là, il va tirer 1 ou 2 ans. Après, il sera ambassadeur chez KT. Il mettra une machin. Il ira au salon de la moto avec un polo KTM, serrer des paluches et faire des bisous au bébé et prendre un peu de la monnaie. Et puis voilà. Il peut pas. C'est fini là. C'est fini. Il est trop avancé dans cette équipe et dans cette marque pour dire. De toute façon, tu le vois bien. Il signe tout le temps très tôt. Il renouvelle ses contrats très tôt. Il est bien où il est. Et comme je disais en début de live ou en début d'émission, hein, là oui, Marvin, c'est un mec qui a gagné de la monnaie. Ça fait un moment qu'il est devant, qu'il fait des bonus et il doit avoir de la bonne monnaie. Là oui, quand tu arrives à 30 ans, si tu veux vraiment un nouveau challenge, mets un coup de pied dans la fourmilière et fais autre chose. Tu vois, mais je parle de Marvin comme je peux parler de n'importe quel autre. Quand tu commences, que tu arrives, qu'il te reste 1 ou 2 ans à pouvoir gagner des championnats et être devant, là oui, va dans un team qui est confirmé avec une bonne moto, un bon programme. Tu vas, tu dis voilà, moi je roule je roule pour pas grand chose, pour rien. Je garde mes habits, mon casque, mes lunettes, mes bottes. Energy drink sur le casque. Il n'a pas besoin de plus pour vivre, le Marvin. Et après, va prendre 100 000 par course et 1 million par championnat. Les sous, tu vas te les faire. Tu vois. Mais lui, tu peux faire ça quand tu es jeune pour vraiment gagner des championnats. Et après, quand tu es déjà confirmé que la retraite, Marvin, il a déjà fait sa retraite. C'est bon. Il a gagné plus d'argent que moi, Marvin. Donc, et ça va aller. Donc là, oui, tu peux te donner un nouveau challenge. Mais le problème, c'est que dans sa situation. Pourquoi le faire? Ouais, pourquoi le faire? Parce que, évidemment, tu penses à la reconversion. Là. Même s'il n'a pas besoin d'argent, il va bien prendre faut s'occuper, quand même. Un petit 100 000 pour rester chez lui, pour rester avec une chemise catée, pour aller faire les salons, les présentations de moto, faire poète-poète avec les nouveaux modèles. Tu vois, tu es un peu ambassadeur de la marque, comme il faut un peu tous, là. Et il passe bien, et il est bien aimé, donc je pense que, voilà. Après, si tu dis, j'en ai marre, moi je veux un nouveau challenge, je veux tout, pour mes 2 dernières années, je vais au boulot, je vais chez quelqu'un d'autre,
tu as plus cette reconversion, donc tu la perds. C'est pour ça que je te dis que non, Marvin, ça va finir comme c'est maintenant, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de changements, quoi. Et pourquoi pas, comme toi, un retour chez Bud en France à faire l'élite? Ah ouais, ça, Non, c'est pas prêt, tu penses pas? non, je pense pas, non. Je pense pas que ça le fasse. Et toi, du coup, cet après Dylan, tu le vois comment? Tu vois comment tes futures années et tu aimerais faire quoi? Euh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à se projeter. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Après, moi, j'ai toujours dit que je n'allais pas finir ma vie sur les terrains de cross à entraîner des pilotes. C'est pas trop l'objectif de ma vie. Pour l'instant, ça fonctionne et que c'est ce que je fais, mais je ne me vois pas faire ça pendant des années. Et là, tu vois, j'ai fait ma demande de nationalité américaine. Donc, je suis entré en pleine naturalisation. Après, ben, c'est essayer d'avoir une vie privée peut-être mieux, s'installer quelque part un peu mieux aussi. Enfin, même si la Californie, c'est pas mal. Et puis après, essayer de voir, de savoir où est-ce que je veux vivre, tu vois, finir la fin de mes jours. Moi, un retour en France me gênerait pas, bien au contraire. Je commence à avoir, ça fait 20 ans que je suis ici, 21 ans. Je commence à avoir un peu envie de passer un peu du bon temps en France, même plus. Et comme ma fille elle part à l'université l'année prochaine et mon fils dans l'année d'après, ça serait un bon timing pour essayer de passer un peu plus de temps en France. Ouais. Aujourd'hui, Après, c'est les enfants qui te retiennent aux US, quoi. ouais, les enfants, oui, et puis ma vie, pour l'instant, je pense que aujourd'hui, je suis plus, je m'épanouis plus aux US pour l'instant que ce que je ferais en France. Donc, je fais ça pour l'instant. Et puis, mes enfants, ils sont au lycée, ils jouent au basket, donc moi, je vais aller voir les matchs de basket, je suis à fond, c'est cool. Et puis ma fille, c'est sa dernière année de lycée. Là, ils vont peut-être reprendre l'école en janvier. Et en mars, c'est la saison de basket qui commence. Donc, en plus, ils jouent en équipe première les deux. Donc, Là, c'est ils sérieux. jouent un après l'autre. Tu vois, le mardi soir et le vendredi soir. Donc, ça, c'est cool. Et puis essayer de profiter de ça parce qu'après, ma fille l'année prochaine a 18 ans, elle va se barrer, je ne sais pas dans quelle université. Déjà que depuis qu'elle a le permis, tu as le permis à 16 ans ici, depuis qu'elle a le permis, elle est en vadrouille tout le temps, tu ne la vois jamais. Heureusement qu'il y a des confinements qui passent par là, quoi. Voilà, un peu profiter des minots avant qu'ils se barrent. Après, quand tu es à l'université, c'est compliqué. C'est compliqué, à moins qu'ils n'aillent pas trop loin, quoi. Un petit appartement à Paris, du coup, une fois qu'ils seront à l'université, tu vas revenir dans ta ville natale, quoi. Paris, ça m'étonnerait. Je ne suis pas retraité du Real de Madrid. Hein. Je suis retraité de pilote de cross en bois d'arbre. Peut-être que je n'aurais pas les moyens d'avoir un appart à Paris. Mais oui, voyager, ça serait bien de prendre un peu du bon temps. Parce que si tu vois bien, si je fais le compte, j'ai arrêté en fin 2009 ma carrière. Et depuis, je n'ai pas vraiment profité de mon travail, si tu veux. Oui, t'as pas changé de vie, Ouais, radicalement. t'es resté dans le milieu et dans le même. Ouais, rester dans le milieu, oui et non, mais c'est vrai que ces 3 dernières années, oui, j'ai toujours un peu au coup par coup. Ça serait bien un peu de se poser, de voyager, de voir de passer du temps avec des personnes, enfin des amis, de la famille. Toi, j'ai aucune famille moi ici, hein. C'est zéro pointé quoi, à part mes enfants, personne. Hein. Tu Donc, vas aller à Hawaï avec Rhino, quoi, si j'ai bien compris. ouais. Tu vas faire des treks torse nu. Non, mais Rhino, arrêtez. Il est gentil, il est complètement perché là. Putain, je m'en fous le mec.
T'as brisé le rêve d'enfance de Blaise là. Les voyages avec Non, la non, Honda. moi tu sais le souvenir que j'ai de lui, c'est à Saint-Jean-d'Angély en 2000, tu vois, aux Nations. J'ai le souvenir de lui et de sa femme. Parce que j'avais 14 ans, et elle était pas mal, et lui ouais, il roulait bien, il était agressif, et voilà. J'ai ce souvenir-là de lui, quoi. Ils J'ai pas sont plus le. ensemble hein, d'ailleurs, ils sont divorcés. Ah, ouais, Mais tu elle est vois. tout le temps, elle habite à 2 kilomètres de l'école de mes enfants. Ouais, tu vois, Ouais. moi des Dans le petits, quoi. coin. Allez, on va rentrer dans les potins de retraités maintenant. Ouais. Ah, ah, mais de toute façon, les mecs du cross, ils partent pas trop de ce quartier ici, hein, et tout le monde Ouais. est là. D'accord. Bon, David, on a dépassé l'heure de live. J'avais juste une ou deux questions de plus, si ça te dérange pas. T'as 5 minutes? Ouais, je suis à la Ouais. retraite. Bon, ça va. Ouais, mais je sais que t'es quand même assez pris. Mais il y a une question qui m'intéressait de la part de Gauthier sur Instagram. Il demande est-ce que être végétarien, ça joue beaucoup pour un pilote professionnel? Euh, je suis pas diététicien, mais c'est pas végétarien. Végétarien et plant-based, c'est différent quand même, hein. Donc, végétarien et vegan, c'est Hmm. deux choses différentes. Donc, Dylan est vegan. Donc, végétarien, tu manges des œufs, tu bois du lait, du fromage. Mais quand tu es vegan, les œufs, tu les oublies, et le fromage, Tout et ce qui est issu des animaux, quoi. voilà, rien du tout, quoi, tu vois. Donc, après, ouais, moi, je suis pas diététicien, mais tu vois, il y a plein d'athlètes qui sont complètement vegan. Lewis Hamilton, Chris Paul en basket, il y en a plein quand même qui prônent ce truc au-delà de... Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Je mange vegan aussi, et c'est quand même, je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Mais être vegan ne veut pas dire c'est pas de l'alimentation quand même saine. Donc, je pense que tu peux manger plus sain euh, en ayant un autre régime. Mais par exemple, depuis que je suis vegan, j'ai pris 5 kilos. Tu vois. Donc, Ah, et c'est bizarrement, dur de. c'est contre les idées qu'on se fait de ce régime-là. Bien sûr, être vegan, tu manges quand même pas mal de. Je veux dire, les pois chiches, des faillots, c'est Calorique, quoi. c'est des sucres lents, quoi. Hmm. C'est pas des légumes, tu vois, c'est des légumineux. Donc, tu te fais des burritos végétariens, vegan, tu te régales. Mais il faut quand même faire attention. La bouffe végane, il y a des pâtes, il y a du riz, il y a tout ce qui est faillot, légumineux. Je veux dire, pour l'apport de protéines, c'est compliqué. Ouais, moi, j'ai pris 5 kilos depuis que je fais ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sain. Mais ça te donne de la bonne énergie. Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Tout ce qui est transit, machin, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, tu vois, tu peux aller dans les plus grosses merdes de fast-food américains. Là. Tu vois, si tu vas chez Burger King, tu peux te faire tu peux te faire un Whopper vegan. Vegan. Tu Hmm. vois. Donc, c'est pas super, c'est pas sain, hein, mais je te régale, quoi. Ça a le même goût. Donc, moi, je pense qu'avant, quand je faisais ça, j'étais pesquitarien. Pesquitarien c'est quand tu es végétarien et que tu manges du poisson. D'accord? Hmm. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai perdu 20 kilos, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que au point de vue poids, etc., je pense que c'est le mieux. C'est le mieux. Donc, après c'est fou parce que. Et ce que j'aime pas avec la diététique et tout ce qui l'entoure, c'est les mecs, les donneurs de leçons, en fait. Tu vois, ils te donnent tous des leçons. Le mec est keto, tu vois, il se mange du saucisson toute la journée, mais il te donne des leçons. Ah ouais, mais t'es pas keto, toi, machin, keto. Moi, j'ai perdu je sais pas combien. Bon, il sait pas que le mec est keto. Dans 5 ans, il meurt d'une crise cardiaque, mais tout va bien se passer. Après, les vegans, c'est pareil. Tu sais, les vegans,
c'est pour ça que moi, j'aime pas dire vegan, parce que vegan, c'est péjoratif. Les mecs, ils te donnent des leçons, en fait. Ils sont tout le temps en train de dire les animaux, les machins, les trucs. Tu vois, ils le prônent plus. Alors que toi, tu vas pas dire dans ton profil sur les réseaux sociaux, moi, je m'en balèque, je mange de la viande et des burgers. Tu vois, alors que ça, nous, on est vegan. Tu vois, nous, on est vegan, on est mieux que tout le monde. Alors que c'est pas ça, en fait. C'est limite une communauté, en fait, maintenant. Voilà, c'est un peu un culte, tu vois, c'est une secte d'être. Et c'est ça que j'aime pas dans le truc. J'aime le concept, tu vois, mais c'est pas la peine de nous donner des leçons. Moi, je veux dire, les mecs qui sont keto, je m'en branle, tu vois, même si je pense qu'ils sont complètement à l'ouest, c'est leur problème. Après, si tu as envie de manger du steak frites et de te faire des McDo devant un match de foot ou des pizzas, mais fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, c'est le truc que j'aime pas, c'est ça, c'est le fait que tu fais un truc, il faut que tout le monde tout le monde fasse pareil, quoi que tu fasses. Alors que non, tu fais ce que tu veux, on s'en balèque. Et c'est surtout, c'est ce que moi je pense un peu de la vie en général. Et je sais plus si j'avais lu ça il y a des années, tu vois. Il y a un mec qui disait, tu vois, je m'en fous d'où tu viens, je me fous de quoi tu crois, de qui en quoi tu crois, je m'en fous de qui tu aimes, mais surtout, n'essaye pas de me convertir. Tu vois. Donc, en fait, en 2 mots, c'est je m'en fous si tu viens d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Je m'en fous si tu es chrétien, catholique, juif ou musulman. Et je m'en fous si tu es homo, pas homo. Si tu sais pas, tu es une femme ou tu es un mec, fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est pareil pour la politique. Je m'en fous de qui tu votes, pour qui tu veux. Moi, j'ai mes convictions. Mais quand je discute avec toi, n'essaye pas de faire de moi un bouddhiste keto qui vote Front National. Ça ne peut pas le faire. On ne va pas s'entendre. Tu vois. Donc, c'est ça un peu ma truc. Et c'est le truc que j'aime pas dans tout ce qui est diététique, tu vois. C'est que chacun fait son truc et veut que son voisin fasse comme lui parce que regarde, je suis keto, je suis vegan. On s'en balèque, fais ce que tu veux. Tu vois, si tu veux manger des pizzas, mange des pizzas. Et si tu veux manger des burgers de soja, voilà, fais-toi plaisir, mais on s'en balèque, fais ce que tu fais. Voilà, tout simplement. Bon, très bien. Écoute, on va revenir un peu à la moto pour cette dernière question, parce que c'est la question du jour. Et comme elle est présentée par CBO Group, le spécialiste de la moto tout-terrain du côté d'Agen et Toulouse. Par contre, en parlant de CBO, là, j'attends toujours mes suites. Hein. Les suites, ouais, on s'est dit que t'allais pas les mettre en bricolant les motos et tout, tu vas les tâcher, quoi. Eh ben, justement, quand je fais des pneus et tout, que je me mets des bons suites noirs, il m'en faut, là. Tu vois. Donc, allez, à chaque fois, je vous fais vos trucs, là, gratos, là, vos lives en bois, là. Envoyez un peu des suites, putain. Qui sont pas du live, en plus. C'est des presque live, en plus. Ça va en se dégradant, en plus. Ah, en plus, on n'est plus en live. Il y a un mec qui pédale dans le grenier pour avoir la connexion Internet. Au cas là, oui. Ouais. D'ailleurs, Dylan avait dit qu'il adorait faire des lives sur les réseaux sociaux et tout. Il avait dit à le Big. Peut-être qu'on l'aura un jour. C'est pas sa tasse de thé. Il déteste ça. Ouais, c'est pas son truc. Il déteste tout faire, en fait. Tout ce que. Ouais. À part aller dans les îles et gagner des courses, je crois qu'il déteste tout ce qu'il y a à côté. C'est pour ça qu'il est bon. Bon, en tout cas, la question, du coup, on revient un petit peu sur la moto. Mais si tu pouvais, encore gratuitement, nous donner des conseils pour passer de la 2,5 à la 450 dans les meilleures conditions, qu'est-ce que tu conseillerais à ces pilotes-là qui franchissent le pas? Est-ce que il va falloir plus travailler physiquement ou toi, quand même, tu prônes vraiment sur la partie technique souvent? Voilà, est-ce que tu as un conseil particulier par rapport à ça? Ça dépend pour qui. C'est pour qui. Ouais, nous, on aime bien poser cette question pour des pilotes de niveau ligue. Comme ça, nous, on prend des conseils gratuits, tu vois, pour ça. Ouais. Bon, pour la plupart qui nous écoutent, c'est vrai que la plupart se posent certainement cette question, surtout dans la période d'hiver en ce moment, qui passe du 2,5 au 4,50 et du coup, c'est pas le conseil déjà,
de changer les rapports et de mettre des pots qui montent en régime, comme on l'a avec des motos d'origine déjà au début, essayer de comprendre comment ça marche. Je veux dire, là, tu peux pas rouler en 4,5 comme tu roules en 2,5, tu vois. Donc, arrêtez avec les coups de frein arrière et les coups d'embrayage, parce que vous allez vous rallonger les bras et vous allez vous chatouiller les chevilles sans vous baisser. Donc, il faut enrouler, il faut rouler propre, passer des rapports. Je veux dire, quand tu comprends qu'en 2,5, la puissance elle est à 12 500 et que sur un 4,5 elle est à 8 300, tu as vite compris comment il faut rouler, quoi. Donc, il faut passer des rapports, rouler un peu en sous-régime. Et après, le problème, c'est que quand tu roules en sur-régime avec une 4,5, c'est encore pire qu'avec la demi, parce qu'il y a plus de frein moteur, plus d'inertie. Donc, les suspensions ne suivent pas. Moi, demain, je roule en 2,5, je passe en 4,5. Déjà, la moto, je ne mets pas plus de chevaux, je ne mets rien, je roule d'origine, rapport d'origine, et je vais apprendre à comment rouler avec la moto en passant des rapports, etc. Après, quand tu commences à avoir pris l'habitude, tu peux mettre un peu un pot machin, carbone à $1 500 qui ne te rapporte rien. Ça, c'est pas un souci. Mais ouais, c'est juste une philosophie de pilotage, hein. Et puis après, si tu veux commencer à faire à travailler avec sur la 2,5 pour ton patient en 4,5, ben, il faut tu tires plus long, tout simplement. Ta moto, tu la fais un peu tirer plus long, tu essayes de rouler avec plus bas dans les tours, mais c'est compliqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Dylan depuis depuis un an. Hein. Depuis un an, j'essaye de lui faire passer cette philosophie pour rouler mieux en 4,5, même que ce soit en cross. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, vous, beaucoup la différence, mais cette année, moi, j'ai trouvé qu'il roulait super bien en cross, enrouler, passer des vitesses, pas trop faire de sur-régime. Parce que dès que tu vois, dès que tu passes en 4,5, Tu peux plus le faire. voilà, terminé, le ça. pilotage, Il n'y a que Barcia qui le fait. Voilà, c'est que technique. Mais il y en a des mecs qui sont agressifs. Hein. Un baguette, il est agressif. Il y a plein de mecs qui sont quand même agressifs et qui pourraient faire mieux en étant un peu plus smooth, propre. Mais ouais, c'est compliqué. Le 4,5, ça envoie. Hein. Bon, mais nickel. Ça roule. Merci pour ces conseils, David. Merci pour ce 3e live. C'était un plaisir de te recevoir. 3e presque live. C'est l'habitude de ça. C'est l'habitude de dire live. Mais en tout cas, c'était un plaisir et on espère que ça va se passer pour le mieux pour toi pour l'année prochaine avec Dylan. Que tout va vous réussir. Ouais. N'oubliez pas le suite. Là, n'oublie pas les suites. Là, c'est la 3e fois qu'il nous le rappelle. Blaise, on n'a pas le choix. Là, on va pas avoir le choix. Il va falloir que tu nous envoies ton adresse en privé et on n'aura pas le choix. On va t'envoyer ça. Ça marche. Allez, merci beaucoup David. Merci, Bonne David. soirée à toi et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, Salut les à gars. tous. Allez, salut tout le monde. Salut.